Semaine, c'est à vous Sylvain. Merci Pierrick, en effet, bienvenue dans la semaine dans le monde, avec ce soir Mireille Dutheil, rédactrice en chef adjointe au magazine Le Point, avec Alison Smale, directrice de la rédaction de l'International Herald Tribune, Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique, et Mathieu Mabin, chroniqueur international à France 24. C'est encore une semaine folle sur les marchés, folle parce qu'après un mini crack, Paris, le CAC est même passé un moment sous la barre des 3000 points. On a eu un vif rebond, très vif rebond, ces deux dernières séances. On vient de le voir avec une progression encore de plus de 4% à la bourse de Paris, mais dans les autres bourses européennes, c'est à peu près la même tendance. On a eu une journée de rumeurs sur les banques françaises. La Société Générale a même perdu en une seule journée 15% de sa valeur. On a eu des anticipations sur une possible dégradation de la note de crédit française. C'est le fameux principe Who's next, après les États-Unis, qui va être le suivant. Et puis, on a une évolution, on va le voir, des places quand même financières depuis 15 jours qui est quand même très évocatrice quand on voit ce schéma. Bon, le petit rebond de ces deux derniers jours n'empêche pas quand même d'avoir des courbes assez spectaculaires avec des baisses qui sont de l'ordre de 10% dans les 10-15% dans les 15 derniers jours. C'est quand même une sacrée dégringolade. C'est évidemment le premier sujet sur lequel on va venir assez longuement ce soir. J'ai envie de vous demander, parce que c'est quand même la question que tout le monde se pose, Alison par exemple, si vous voulez commencer, est-ce que c'est un 2008 bis, un remake de 2008 ? À ce stade-là, je ne crois pas. Et il y a beaucoup de différences entre la crise qui est entamée de subprime aux États-Unis et cette crise ici, parce qu'il y a deux choses. Et je pense que ça a joué vraiment un rôle dans les 2 dernières semaines. On a eu la crise qui est en train de se développer depuis plus qu'1 an dans l'eurozone. Et après ça, on a trouvé une solution à Bruxelles. C'était pas peut-être assez, alors, mais d'abord, les marchés étaient contents. Mais après ça, il y avait la paralyse politique aux États-Unis pour trouver là-bas une solution sur les questions de dette. On a enfin trouvé la solution, un soulagement, et on est revenu vers l'Europe. Et après ça, les bourses ont commencé à tomber. On a eu une crise générale aux deux côtés de l'Atlantique. On a eu une intervention assez massive maintenant du Fed et de l'European Central Bank. Mais je crois qu'il y a une différence parce qu'on sait que tout est fragile. Je pense 2008, il n'y avait pas c'était pas très nombreux les gens qui ont vraiment pensé on se trouve presque sur le précipice jusqu'à ce moment où on y est arrivé. Maintenant, on voit que les fondamentaux sont pas bons, oui, Guillaume. Pas du tout. Non, allez-y, Mireille. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on paye ce qu'on a fait après 2008. Oui, je pense que c'est pire que 2008, d'une certaine façon, parce qu'en 2008, finalement, les États ont pu répliquer et financer les banques et refinancer le système. Tandis que maintenant, tous les États sont amplement endettés d'une façon incroyable, enfin la plupart des grands États, et donc il n'y a plus de marge de manœuvre par rapport à 2008. Et donc c'est pire quelque part. De la même façon, on a bien vu que le fait que les États-Unis aient été dégradés, n'aient perdu son triple A, ça levait une sorte de tabou, parce que si la première puissance du monde perd son triple A, bon, bah, les autres... Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Parce que qu'est-ce que c'est que le triple A ? En fait, c'est à la fois la croissance et la dette. Et si on prend un pays comme la France, par exemple, la croissance, on a vu aujourd'hui qu'elle semble être zéro pour la dette. C'est peut-être... Et puis la dette est très... Puisque vous évoquez, j'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui sur la France. Croissance au 2e trimestre en France, 0 pointé après 0,9. Et on attendait plutôt 0,5, 0,3 ou 0,5. Écoutez ce que dit François Baroin, le ministre français de l'économie, qui garde sa zen attitude pour dire on s'y attendait, tout était prévu.
Et il était prévu, et donc ça n'est pas une surprise, que le deuxième trimestre serait moins bon. La Banque de France et l'INSEE l'avaient prédit depuis plusieurs mois. Nous l'avions nous-mêmes intégré, nous avons anticipé ce dispositif. Nous sommes en ligne, nous allons suivre naturellement les indicateurs, comme je le disais, dans les semaines qui viennent, mais nous sommes en ligne avec nos prévisions. Confirmées aussi, je le rappelle, par l'OCDE qui nous place au-delà des 2% de ce que nous avions dit, et confirmées également par le Fonds monétaire international qui a salué notre stratégie et qui nous place lui aussi en ligne avec ce qu'on a proposé. Pas d'affolement donc, hein, Guillaume Duval. Oui, mais François Baroin a une voix extraordinaire pour tenir ce genre de discours avec un timbre très zen, effectivement. Mais ceci dit, les nouvelles sont mauvaises. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas attendues aussi négatives. On constate en particulier un point particulièrement très inquiétant pour la France, c'est la baisse de la consommation des ménages. Jusqu'ici, ce qui avait bien tenu en France, c'était ce facteur-là qui avait soutenu l'activité depuis 2 ans malgré la crise. Là, on est rentré dans une zone très négative avec la perte du pouvoir d'achat des Français aussi. Hein. Sur ce plan-là, on est un peu effectivement dans la même situation qu'en 2008, c'est-à-dire qu'avec la hausse des prix des produits alimentaires, la hausse des produits pétroliers, le pouvoir d'achat a baissé. Alors que paradoxalement, une des choses qui avait soutenu l'activité pendant la crise, c'était que le pouvoir d'achat avait augmenté. C'est-à-dire pour les gens qui avaient gardé leur emploi pendant la crise, comme les prix étaient très bas et l'évolution des prix était très limitée, finalement ils avaient gagné du pouvoir d'achat pendant la crise et là maintenant c'est fini. Donc pour la France c'est très difficile, pour l'Europe c'est très difficile. La production industrielle a baissé en Allemagne aussi dans des proportions significatives ces derniers mois, et on peut craindre surtout qu'un des contre-coups des derniers événements des derniers jours, hein, les chiffres qu'on donne là sont antérieurs à tout ça, mais que le contre-coup des derniers événements, ce soit une course à l'austérité des différents États qui vont aggraver encore la situation économique à l'automne, dans la mesure où si on serre la vis dans le contexte où on est aujourd'hui, on va tomber dans la récession en Europe, comme on le redoute aussi aux États-Unis. C'est le risque. Hein, hier, on avait un débat d'économistes ici, on parlait vraiment de quadrature du cercle, c'est-à-dire que c'est pas Mathieu, maman. Même si on faisait la comparaison tout à l'heure avec 2008 et vous soulignez, Sylvain, la zénitude de François Baroin. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. On a assisté à on a observé des États et puis des administrations qui ont plutôt anticipé en comparaison de 2008. Il n'y a pas vraiment eu de surprise. Le lundi noir était largement annoncé. Dans les jours qui ont précédé, le G7 s'est rassemblé, le G20 s'est rassemblé. Madame Merkel et Monsieur Sarkozy ont largement évoqué le sujet. Je crois que ça a participé à calmer un petit peu les marchés et à atténuer la catastrophe annoncée de lundi. Ouais. C'est peut-être une des différences qu'on peut souligner avec 2008. La différence aussi avec 2008, c'est que là, on sent les gouvernements qui sont quand même vraiment le dos au mur, parce que c'est plus tellement une question d'insuffler des liquidités. On dit même qu'il y a beaucoup de liquidités disponibles au fond, mais qui sont un peu planquées à droite à gauche. C'est vraiment là, maintenant, pour les gouvernements, des coupes budgétaires, des hausses d'impôts. C'est ça qu'attend le marché, au moins une indication qu'on va vers plus d'austérité et de rigueur. C'est pas évident parce que dans la mesure où ces annonces d'austérité vont aggraver les anticipations qui existent déjà et qui sont déjà à l'origine de la baisse, en particulier des actions de récession, de risque de récession, on risque d'avoir quelque chose qui ne rassure personne. Enfin, qui d'une part continue à inquiéter les marchés, les acteurs des marchés, en particulier sur les marchés d'actions, puisque les bénéfices des entreprises vont baisser, et qui d'autre part va les inquiéter aussi pour le remboursement de la dette lui-même. Si l'activité économique baisse et si l'action des gouvernements amène l'activité économique à baisser encore plus, ils vont tous avoir des difficultés supplémentaires à réduire leurs déficits et à tenir leurs engagements. C'est déjà le problème qu'on a avec la Grèce. Hein. La Grèce a fait des gros efforts, mais n'arrive pas à tenir ses objectifs parce que la récession est trop forte. L'autre façon de prendre le problème, c'est de se dire, d'ailleurs, si on regarde par exemple sur ce qui s'est passé cette semaine, mais sur les 15 derniers jours, c'est moins vrai. Sur cette semaine, on voit qu'avec les rebonds là, des 2 derniers jours, on a corrigé quand même substantiellement l'impression catastrophique du lundi noir. C'est de se dire, c'est un pur phénomène spéculatif, c'est les rumeurs de marché, c'est les dysfonctionnements des marchés, et la réponse qu'on voit essayer de se dessiner en Europe, c'est par exemple, c'est un peu technique, mais c'est l'interdiction des ventes à découvert. C'est-à-dire l'idée, au fond, que c'est le marché qui doit être réformé, que c'est pas un vrai problème de fond, mais que... Alors, certains disent, oui, c'est une bonne idée, d'autres disent, ah non, au contraire, ça donne le sentiment que vraiment, on essaie de casser le thermomètre. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
C'est vrai que ça peut donner un électrochoc, en fait. Parce que quand on voit 2008, en 2008 par exemple, on s'est dit, il a été dit, on va réformer le système bancaire, le système financier, globalement. Et tout ça, ça a été en fait des vœux pieux. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que là, quand on dit l'interdiction des ventes à découvert, on en parlait déjà en 2008 et rien n'était arrivé. Donc peut-être que ce coup de semonce, quand même, qui a été terrible, ça va permettre pour une fois, à la fois de cesser les vœux pieux et de réformer certaines choses au niveau financier et peut-être aussi au niveau de la gouvernance européenne, économique et européenne, d'essayer d'accélérer les choses. C'est ce qui, on a l'impression que c'est ce que se dessine un peu avec la réunion de la semaine prochaine entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Oui, il vient d'y avoir de se dessiner quand même un accord, même les Allemands ont l'air d'être encore plus volontaristes sur cette question. C'est ça, voilà. Alors que jusqu'à présent, c'était un peu... Mais est-ce que par exemple, aux États-Unis, c'est pas quelque chose qu'on envisagerait, par exemple, de réglementer le marché quand il y a un problème? Quand même, on peut y arriver, je pense. Mais je trouve que le problème aux États-Unis, c'est un tout petit peu aussi. On peut voir ça comme une bataille un tout petit peu entre les gouvernements et les marchés. Et chaque fois où le marché sent qu'il y a une faiblesse politique, ils y vont. À ce moment au moment où les États-Unis, c'était peut-être sous question si on peut avoir un accord à Washington sur la dette. À ce moment, on a vraiment attaqué. Après ça, un tout petit peu reculé. Ici, en France, on sait qu'il y aura une élection présidentielle. Monsieur Sarkozy a un problème parce qu'il veut retenir la présidence, mais c'est très difficile d'agir sans hausse d'impôts, sans quelque chose qui n'est pas du tout populaire. En gros, Sarkozy, pour faire simple, Sarkozy sait que s'il augmente trop les impôts, il perd la présidentielle dans 6 mois, non? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas du tout clair qui sera le candidat socialiste en plus. Ouais. L'austérité va mal avec une période de campagne. Et on a vu cette semaine d'ailleurs, sans vouloir forcer votre transition, Sylvain, on a vu cette semaine les effets qu'une politique d'austérité hasardeuse peut avoir sur un État. Tout ça est lié. Avec la crise britannique. Simplement, ce qui est important à comprendre, c'est que en fait, la politique des banques centrales qui injecte beaucoup de liquidités, qui maintient des taux d'intérêt très bas, paradoxalement, ça nourrit la spéculation. C'est-à-dire que, effectivement, les spéculateurs peuvent aujourd'hui emprunter beaucoup d'argent pas cher pour jouer sur les marchés contre les États, contre les banques, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre cette politique monétaire qui est justifiée compte tenu de l'état de l'économie et ce que peuvent faire de ce fait-là assez facilement les spéculateurs sur les marchés. Donc dans ce contexte-là, il faut effectivement réguler et à ce niveau-là... Ramener la finance vers l'économie, quoi. Oui, enfin, mais il y a un certain nombre de mesures techniques qui sont à commencer par effectivement cette histoire d'interdiction des ventes à découvert. Il faut que nos auditeurs comprennent peut-être de quoi il s'agit. C'est-à-dire que les spéculateurs, pour gagner de l'argent, vendent des titres qu'ils n'ont pas. Simplement, ils se disent que au moment où il faudra qu'ils livrent ces titres qu'ils n'ont pas aux gens qui les ont achetés, ils pourront les racheter moins cher et ils feront du bénéfice. C'est comme ça que ça fonctionne, mais comme tout le monde fait ça en même temps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des titres sur le marché, c'est pour ça que ça baisse. Donc effectivement, ça accroît beaucoup ce qu'on appelle la volatilité du marché, c'est-à-dire les mouvements de baisse en particulier, et il faut y mettre un terme. L'autre sujet du moment, où là des décisions n'ont pas été prises encore, c'est ce qu'on appelle les CDS, c'est-à-dire c'est les gens qui spéculent à travers des assurances sur les titres de dette publique, et le paradoxe dans cette affaire, c'est que c'est des titres d'assurance, on autorise les gens à spéculer là-dessus, alors même qu'ils n'ont pas qui ne détiennent pas de titres de dette publique. Donc c'est des gens qui s'assurent en gros sur la maison du voisin, et c'est pas étonnant qu'après ils aient intérêt à mettre le feu à la maison du voisin. Donc c'est ce qui se passe sur ce marché-là. Il faudrait aussi intervenir. Là, pour l'instant, les pouvoirs publics ne sont pas intervenus pour limiter ces pratiques baroques. Sans parler aussi, on a eu aussi ce débat sur les agences de notation, avec ce débat surréaliste sur l'erreur de Standard & Poor's, par exemple, sur les États-Unis. Vous avez fait une erreur, mais vous en avez fait une aussi, etc. Enfin bon, on parle de choses qui sont complètement irrationnelles, au fond.
qui nous semble complètement irrationnel. Et quand on parle aussi des trillions et tout ça, c'est irréel pour les gens qui sont en train de faire les vacances, s'ils ont la chance de les faire. Oui, et surtout le marché, c'est août. Alors, le trading, c'est maigre, en principe. Et c'est-à-dire que tous les phénomènes sont exagérés. Quand on voit une hausse ou une baisse, ça exagère le mouvement. Donc vous n'êtes pas exagérément pessimiste quand même. Et sans Moi, compter... non. Non. Mais ça, c'est ma point de vue personnel. Je ne sais pas pourquoi. L'irrationalité que vous soulignez donne... en tout cas, c'est l'impression qu'on a eue quand on est un peu néophyte dans le domaine de l'économie. Cette irrationalité a donné aux États, au gouvernement, cette capacité peut-être à éviter le pire lundi. Non, c'est une question que je pose aux économistes. Quand vous dites on n'est pas... Enfin, j'ai peut-être une attitude différente, mais oui. Je crois qu'il faut être... c'est difficile d'être optimiste. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, manifestement, il va y avoir une politique d'austérité importante sur les dépenses publiques qui va avoir des effets négatifs sur une situation économique qui est déjà difficile. En Europe, on va vers des politiques d'austérité dans tous les pays, l'Italie aujourd'hui, la France demain, etc., qui vont rendre la situation économique difficile. On ne pourra pas compter non plus cette fois sur la Chine pour relancer sa machine. La Chine a elle-même des problèmes importants d'inflation, de dette. Mais si on pouvait au moins en Europe etc. réformer l'euro, par exemple, faire ces fameuses eurobonds, si on pouvait quand même, il y a des choses à faire. Oui, hein, il faudrait. Si vous voulez, le paradoxe dans cette affaire, c'est que l'Europe en tant que telle, comme un ensemble, n'est pas du tout aussi mal placée que les États-Unis. C'est-à-dire que les comptes extérieurs de la zone euro sont quasiment équilibrés, les Européens épargnent beaucoup, enfin les ménages européens épargnent beaucoup, pas du tout dans la situation des Américains surendettés, etc. Même les États européens sont dans une meilleure situation que l'État américain. Dans l'ensemble, on a 10 points de moins de dette dans le PIB et ça monte beaucoup moins vite en Europe. Le problème en Europe, c'est vraiment de s'entendre entre nous et de gérer les problèmes de certains pays. Oui. On aura Mais des c'est éléments pas de pour ça réponse. que c'est plus facile de trouver la réponse. On aura des éléments de réponse mardi donc avec cette rencontre à Paris entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. On marque une pause et après on évoque les deux autres gros sujets de l'actualité. Les deux autres gros morceaux, c'est Cameron face aux émeutes au Royaume-Uni et la Syrie avec une tentative quand même d'isolement diplomatique de la Syrie dont on verra quelles conséquences elle peut avoir sur le comportement de Bachar el-Assad. À tout de suite.
tous. Merci de nous rejoindre. Paris Direct, 4 heures d'info non-stop. 20h minuit, toute l'info en direct. Les acteurs, les analyses, les derniers résultats sportifs et toute l'information économique. Paris Direct, c'est l'info en continu de 20h à minuit sur France 24.